Et donc, vous allez avoir 4 minutes. Attendez un peu. Ouais, ouais. Donc, pour la déclaration d'ouverture de l'Université de Beyrouth, vous avez 4 minutes, vous pouvez commencer. Un hôpital, un couloir, chambre 305. C'est là que vient d'être conduite une personne gravement accidentée. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous ce qui vous est arrivé? Mesdames et messieurs, ces mots, ce sont ceux que tout médecin dans ces circonstances ne manque pas de prononcer. Vous l'aurez compris, la connaissance du passé, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire, est indispensable à toute action. Qui veut agir doit nécessairement s'intéresser au passé, et donc à l'histoire. Et cela vaut évidemment pour les organisations interétatiques qui ont la préoccupation de l'efficacité de leurs actions. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il est aujourd'hui possible d'affirmer que chaque organisation devrait inviter les intellectuels à réfléchir sur l'histoire d'un continent avec des experts indépendants. Par définition, l'organisation interétatique est une construction établie par un traité international entre des États, dans le but de coordonner des actions sur un sujet particulier déterminé par ses statuts. Oui, chaque organisation, toute organisation, l'OMS, l'UNESCO, l'OTAN, doit connaître l'histoire. Lacordaire le disait, l'histoire, c'est la mémoire du monde. C'est la mémoire d'un peuple, de l'humanité tout entière. C'est la mémoire de l'environnement dans lequel s'inscrivent les actions des organisations. Et voilà pourquoi toute organisation, quelle qu'en soit la mission, ne peut pas ignorer l'environnement historique dans lequel elle doit agir. Mesdames et messieurs, nous avons affaire aujourd'hui à des organisations interétatiques. L'histoire à connaître ne peut donc certainement pas être celle d'un seul pays. Et l'expérience révèle que même lorsque ces organisations ont vocation universelle, la planète tout entière forme souvent un espace trop large. L'OMS elle-même en a fait le constat en ce qui concerne ses actions dans le domaine de la santé. Ainsi, la bonne échelle n'est ni celle des États, ni celle de la planète, mais celle des continents, ou en tout cas en leur sein de zones géographiques homogènes. D'ailleurs, c'est ce que démontre l'UNESCO. Après avoir cherché à élaborer l'histoire de l'humanité en 1947, l'UNESCO a constaté la nécessité de réduire l'échelle de l'histoire à celle des continents, que ce soit l'histoire de l'Afrique, publiée en 1964, ou plus récemment celle de l'Asie centrale, réalisée de 1975 à 2004. Mais comment connaître cette histoire, sinon grâce au concours des intellectuels? Les intellectuels, c'est qui? Ce sont ceux qui ont les goûts des choses de l'esprit. Oui, voilà pourquoi ces organisations interétatiques doivent les inviter à réfléchir. Oui, réfléchir à l'histoire. Réfléchir, ce n'est pas écrire. Réfléchir, ce n'est pas réécrire. Réfléchir, c'est cogiter. C'est méditer, c'est penser. Il semble évident que les intellectuels doivent être invités à ne pas négliger dans leur réflexion l'histoire d'un continent. À cet effet, ils doivent certainement tenir compte des prises de position des experts. Les experts, ce sont ceux qui, par leurs expériences ou par leurs titres, font autorité dans un domaine scientifique donné. Mais encore faut-il que ces experts soient réellement indépendants, car ces experts ne sont pas à l'abri de toute pression économique ou politique, comme ils ne peuvent être d'une parfaite neutralité idéologique. Mesdames et messieurs, quelle est l'histoire que les organisations interétatiques doivent connaître pour rendre leurs actions plus efficaces? Et sur qui compter pour les connaître? C'est à ces deux questions que nous nous proposons aujourd'hui de répondre. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à l'Université de venir aussi pour la déclaration d'ouverture de 4 minutes. Il était une fois l'homme et son histoire. L'homme, cet être vivant qui n'a eu de cesse d'évoluer à travers le temps,
passant de l'Australopithèque à l'Homo sapiens, l'homme moderne. Pourtant, son histoire n'est pas simplement celle de l'homme, c'est celle des hommes, des femmes, des peuples, des pays, et tout cela au sein de continents. L'histoire de nos ancêtres, de nos cultures, ce ne sont pas seulement des pages de manuels que nous apprenons avant d'oublier une fois notre contrôle passé. L'histoire permet à l'homme de se construire, car sans ça, son existence est vide, vide de sens, d'origine et d'avenir. Alors il est vrai que l'homme peut s'identifier à son continent. Nous sommes européens, africains ou encore asiatiques. Mais avant même cette appartenance continentale, nous nous identifions d'abord à notre histoire nationale. Je suis française avant d'être européenne. Il est camerounais avant d'être africain. Elle est japonaise avant d'être asiatique. Alors faire en sorte que chaque organisation interétatique invite des intellectuels et des experts indépendants à discuter de l'histoire d'un continent nous entraînerait sur une pente dangereuse. Ne le voyez-vous pas ? Réfléchir sur l'histoire d'un continent, c'est-à-dire sur les faits, les événements passés, sur son aspect général ou encore particulier, c'est mettre à mal l'histoire et envenimer des tensions qui n'ont pas besoin d'être ravivées. De plus, qu'une organisation interétatique invite à réfléchir ces intellectuels et ces experts mettrait à mal notre histoire, car aucun d'eux n'est réellement indépendant. Cela vous paraît insensé ? Pourtant, c'est la vérité. Mon collègue et moi-même vous le montrerons. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Cela nuirait tout d'abord à la recherche, car ce qui est sous-entendu ici, c'est que s'il y a recherche, c'est pour un consensus. Et si consensus il y a, qui continuera à rechercher l'histoire, à faire avancer notre histoire et trouver la vérité de notre passé ? De plus, être consensuel à cette échelle entraînerait la fin de l'histoire, celle de l'humanité. Réfléchir à l'histoire d'un continent entraîne aussi l'effacement des histoires des nations. Or, un continent est avant tout composé d'États, de peuples, ayant des particularismes, ceux de leurs propres histoires. Amener à réfléchir seulement sur l'histoire d'un continent, c'est condamner les histoires des États à la damnatio memoriae. Vous savez, cette punition horrible dans l'Antiquité qui consistait à faire disparaître purement et simplement une personne de l'histoire. Or, avec ce type d'avancement, les histoires nationales vont disparaître, et sans elles, c'est leur souveraineté qui est menacée. Enfin, réfléchir sur l'histoire d'un continent, c'est synonyme de paix et de stabilité, mais permettez-moi d'en douter, car ce sont des tensions que vous allez raviver, des tensions au sein d'un continent, mais entre les continents, car préférer l'écriture du continent, sans analyser le multiple et le divers que sont les histoires des États, c'est faire du tort à l'histoire elle-même. Nicolas Rousselier le disait justement en parlant de l'Europe. L'Europe européenne est d'abord, l'histoire européenne est d'abord nationale, nation par nation. L'histoire doit venir d'en bas, des États et de leurs peuples, et non pas d'une organisation interétatique quelconque. L'histoire, ce sont des confrontations, des mises en perspective de points de vue, et non pas un consensus d'intellectuels et d'experts. Ils peuvent l'éclairer, il est vrai, mais non pas l'imposer. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour la première réfutation. Vous avez 2 minutes. Ce sont des gens très beaux. Ils ont tous le front et la tête très larges, plus qu'aucune race que j'ai vue jusqu'ici. Ils ont tous le ventre plat, très bien fait. Le samedi 13 octobre 1492, Christophe Colomb employait ces mots pour décrire dans son journal de bord celui qui fut appelé le Bon Sauvage. 24 ans plus tard, en 1516, Pietro d'Anghera décrivait ce même individu en affirmant froidement que personne ne les voit sans que ses entrailles frémissent d'horreur. 35 ans plus tard, en 1550, commence la controverse de Valladolid. Et la question qui faisait l'objet du débat était simple par sa cruauté. Est-ce que les indigènes ont une âme ? La réponse, ce fut la colonisation.
Pour les Européens, l'Europe dans le Nouveau Monde est la seule à pouvoir raconter l'histoire d'un peuple et d'un continent, à condition que cette histoire, ce soit aussi la sienne. 472 ans plus tard, nous voici aujourd'hui réunis. Il est temps d'appréhender l'histoire sous un nouvel angle. Notre motion concerne les organisations interétatiques, et chacune d'elles a intérêt à encourager une réflexion sur l'histoire, pour rendre son action plus efficace et plus adaptée à l'environnement dans lequel elle agit. Je reviens sur ce que vous avez dit, chers collègues, parce que vous semblez réduire toute la question au seul État. Oui, comme vous dites, le continent a des frontières qui sont tracées de manière arbitraire. Mais l'expérience a montré que l'échelle étatique ne suffit pas aussi à rendre compte de la réalité des civilisations. Et je dois vous rappeler que nous parlons d'organisations interétatiques dans une société mondialisée. L'ouverture est nécessaire. La réflexion est fondée, celle que nous proposons, sur la somme des représentations et des particularismes dont vous parlez. Et enfin, il ne s'agit pas d'écriture, il s'agit de réflexion, le sujet le dit lui-même. À aucun moment, nous dirons qu'il s'agira d'écriture. Hegel disait que l'histoire est le processus par lequel l'esprit se découvre lui-même. Alors comment l'esprit d'une organisation interétatique et de chacune de ses actions pourrait-il se découvrir sans tenir compte de l'histoire? Prenez par exemple les organisations financières internationales telles que le FMI. Elles ont du mal à concevoir d'autres histoires et des développements économiques que celles qui ont marqué le continent européen. Mais ce qui est différent ne doit pas être inexistant. Je vous rappelle. Je vous remercie. Donc maintenant, pour la première réfutation également, l'Université de Tours, vous avez 2 minutes. L'histoire, cette histoire, une histoire, c'est les mots que madame vous avez employés dans votre introduction. Et il est bien là le problème. Vous partez du postulat qu'avec votre motion, il n'y aura qu'une seule histoire qui vaudra, même si c'est dans la réflexion et pas forcément dans l'écriture, monsieur. Alors que pourtant, les débats existent. C'est bien les débats qui forment les histoires de chaque peuple. Il n'y en a pas qu'une. Nous, Français, nous n'en avons pas eu qu'une. D'un postulat, tous les Français étaient résistants. 45 ans plus tard, la France n'était pas si résistante que cela. C'est ça les débats. C'est ça les histoires de la France. Et votre motion, elle a une conséquence très grave. Elle va abattre les pluralismes, la diversité. Au fond, elle va abattre quelque peu la réflexion. Ce pluralisme, il va disparaître de 2 façons. La première, c'est le pluralisme des idées. Créer une histoire, c'est mettre fin à des débats qui permettent à l'historien comme au citoyen de se former une véritable réflexion sur sa propre histoire. Vous allez donc en quelque sorte mettre fin à l'évolution historique. Et Frédéric Salé, un chercheur français, en 2018 nous indiquait déjà que la recherche autour des nazis serait finie pour certains chercheurs. Et que ces mêmes personnes-là penseraient qu'il serait, je cite, obscène de continuer à en débattre. Voilà ce que vous voulez au fond. Instiguer l'obscénité de continuer à débattre et à chercher. La deuxième disparition, c'est l'évolution historique. Fini le pluralisme de l'évolution historique. À quoi bon chercher puisque une organisation interétatique s'est mise d'accord sur une histoire? Pas de recherche, c'est pas d'évolution. Pas d'évolution, c'est pas de pluralisme des idées. Alors ce soir, le drapeau du pluralisme, il est en berne. Il a perdu son alter ego, le pluralisme et l'évolution. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, pour la deuxième réfutation, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vous avez 2 minutes. Je reviens sur vos propos, chers collègues, parce qu'aujourd'hui nous parlons de réflexion, et donc de discussion, de confrontation des points de vue dans une démarche épistémologique. Et dans le cas de l'Afrique, par exemple, qui est un continent, il s'agirait d'admettre que la tradition orale est aussi une source historique, au même titre que les autres sources écrites. Il est là l'enjeu. On ne peut pas nier l'âme d'une culture. Et je voudrais revenir maintenant sur Pierre Bourdieu, qui, il y a quelques années de là, parlait de l'émergence de la nouvelle figure de l'intellectuel. L'intellectuel collectif, disait-il. D'après lui, la reconstruction de la pensée critique ne peut être l'œuvre d'un seul individu. Le nouvel intellectuel ne prophétise pas. Il ne répond plus de manière totale à des questions totales. Il vient dire en toute humilité, on peut faire, on peut comprendre,
on peut analyser. Il existe des instruments de pensée. Et c'est à ce niveau précis que se situe notre thèse. Voyez-vous, il n'est pas imposé aux intellectuels de découvrir la réalité historique d'un territoire. Il ne leur est pas demandé non plus de l'écrire, cette réalité. Ils sont invités à faire ce qu'ils font de mieux. La réflexion suffit à elle seule, parce que l'intellectuel, vous le savez, est au service d'un idéal, peut-être inaccessible, mais d'un idéal. Sa démarche est désintéressée. Le travail de réflexion sera lui-même pluraliste et respectueux de la parole libre. Nous l'avons vu au gré des expériences qui ont été initiées par l'UNESCO depuis 1946. Quand nous parlons de l'histoire d'un continent, nous parlons de la somme des différentes représentations que peuvent se faire les intellectuels de ce continent, tout en se fiant évidemment à l'avis des experts qui font autorité. Il est là le rôle de l'expert. L'intellectuel, lui, sera le juge de l'indépendance de l'expert. Il lui servira de conscience. Quant à l'expert, il jouera le rôle de modérateur, de pondérateur. On se souvient bien de des intellectuels qui avaient milité pour l'intervention de la Libye, de l'OTAN en Libye. C'est de cette modération dont je vous parle, pour éviter les effets désastreux. Et au fond, il s'agit moins de se souvenir que de désigner l'oubli, moins de narrer que de poser le problème de la narration. Il faut tisser des relations tangibles entre les hommes, les lieux et les temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, toujours la deuxième réfutation avec l'Université de Tours. Vous avez 2 minutes. Un continent n'est pas un territoire uniforme. Il est composé de multitudes d'États. Vous parliez d'Afrique, de l'UNESCO. Mais continuez donc votre pensée, puisque lorsque l'UNESCO a rédigé ses tomes sur l'histoire de l'Afrique, elle a mentionné les tensions diplomatiques. En effet, le peuple ougandais avait décidé de mettre en avant un de leurs hommes afin de prouver leur souveraineté et de construire leur histoire. Cela au détriment d'autres États. Comment allez-vous donc construire l'histoire d'un continent avec autant de tensions? De plus, en parlant d'experts et d'intellectuels débattant au niveau interétatique, vous avez oublié de mentionner que l'UNESCO, toujours dans ce travail, avait dû exclure des experts du sud-africain, car ces derniers étaient en conflit avec d'autres. Comment alors allez-vous réfléchir sur une histoire en n'ayant pas toutes les pièces du puzzle? De plus, ce que nous disons, ce n'est pas réfléchir ou écrire l'histoire, même penser l'histoire. Ce que nous voulons, c'est que tout soit entendu. Et le faire au niveau interétatique ne permettrait pas à tous d'être exprimés. Car certes, les intellectuels et les experts pourront parler entre eux. Mais qui sont-ils réellement? Des gens qui pensent, pas forcément qui ont vécu. Or, lorsque nous parlons d'histoire, il faut le vivre. C'est pour cela, par exemple, qu'en Europe, l'histoire n'a jamais été mieux racontée, notamment celle de la déportation, par ceux qui l'ont vécue. C'est cette histoire-là que nous devons raconter. Car les États souverains, pour se construire, ont besoin d'avoir une histoire. Et c'est seulement après cela que nous pouvons réfléchir au niveau interétatique, au niveau d'un continent. Maintenant, nous allons passer aux conclusions. Donc, tout d'abord, la conclusion de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous avez 2 minutes. Merci. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler la question qui se pose aujourd'hui. C'est celle de savoir si chaque organisation interétatique doit inviter les intellectuels à réfléchir sur l'histoire d'un continent, avec des experts indépendants. Réfléchir sur l'histoire d'un continent, chère équipe de l'Université de Tours, ça n'exclut pas la réflexion sur les histoires nationales. Et c'est bien de dire que l'histoire de l'Europe, c'est d'abord une histoire nationale, mais pourrons-nous en dire autant à propos de l'Afrique, qui a été divisée à la règle au crayon par les colonisateurs? Pourrons-nous en dire autant à propos de l'accord Sykes-Picot, qui a divisé le Moyen-Orient? Je ne pense pas. Des fois, le continent, c'est la mesure qui regroupe les différences. Et je pense que ça s'applique dans ces deux cas. Ensuite, inviter les intellectuels à réfléchir, mesdames et messieurs, c'est débattre. Je ne sais pas d'où vient cette idée qu'il s'agit d'imposer un récit aux autres. Ce n'est pas du tout le cas. Et que les intellectuels réfléchissent, ça ne tue pas la réflexion ni le pluralisme. Je ne sais pas d'où ces idées viennent. On ne vous suit pas bien. Et si les organisations interétatiques souhaitent réfléchir sur l'histoire, c'est parce qu'il est essentiel qu'elles en prennent connaissance. Pour revenir sur ce que mes collègues ont dit, si pour Hegel, l'homme est la synthèse de ses expériences, alors la société est la synthèse du passé.
Et si la société est la synthèse du passé, alors la connaissance du passé est nécessaire pour comprendre le présent. Comprendre le présent de l'ensemble géographique que constitue le continent, c'est avant tout éviter d'avoir des actions inefficaces pour les organisations interétatiques. C'est éviter de prendre le risque de méconnaître les valeurs des populations locales. Et si la réflexion sur l'histoire semble donc nécessaire pour nous, il faut alors confier cette tâche à celles et ceux qui sont à la recherche de la vérité, ceux qui sont motivés par leur conscience et pas par l'intérêt individuel. Il faut pour cette tâche des intellectuels, qui seraient alors assistés par des experts indépendants dans leur mission. Et oui, les initiatives de l'UNESCO sont un modèle à suivre en la matière. Oui, mesdames et messieurs, il semble essentiel pour nous, aujourd'hui, que les organisations interétatiques invitent les intellectuels à réfléchir sur l'histoire d'un continent avec des experts indépendants. Je vous remercie. Maintenant, la conclusion également de l'Université de Tours. Vous avez 2 minutes. Au fond, ce qu'on vous propose ce soir comme motion, c'est la réflexion pour la réflexion. Rien de plus. Alors vous aurez un carteron d'experts indépendants qui va discuter, et puis rien. Ça va rester entre eux, puisque ce sera mis ni sur papier, et donc il n'y aura pas de transmission. Mais allez dire à ces chercheurs que derrière ils ne pourront pas transmettre. Le fond de leur profession, vous venez de le tuer. Et d'ailleurs, il y a un petit problème, parce que monsieur, vous nous dites à la fin, oui, ils iront chercher la vérité, et monsieur, juste avant, vous nous dites, non, la vérité, c'est pas forcément l'important. Ça pose un petit problème, parce que l'objectif du chercheur, au-delà de la vérité, c'est sa morale, c'est sa vision à lui, qui doit peut-être se rapprocher le plus de la vérité. Vous, ce que vous cherchez, c'est pas la vérité, puisqu'il y a des tensions entre les États, il y a des tensions au sein des continents. Ces États ne se montreront jamais d'accord pour certains. Alors ce que vous cherchez, c'est plutôt un consensus. Sauf qu'un consensus, c'est un accord, c'est théorique. La vérité, elle, c'est factuel. Et la vérité, elle se trouve entre les États, et pas par le biais d'une organisation interétatique. Alors oui, mesdames et messieurs, avec un consensus que vous recherchez au fond, même sur la réflexion, pure et simple, ce sera la fin du pluralisme. Le pluralisme de la recherche et le pluralisme des idées. Ce qui nous amènera derrière, potentiellement, à des citoyens qui, eux non plus, ne pourront pas réfléchir sur leur histoire, puisqu'il n'y en a qu'une et qu'il n'y a donc plus de débat. Quel est l'intérêt de réfléchir s'il n'y a plus de débat? On vous l'a dit, ce mouvement, il doit avant tout venir des États, et uniquement des États. Parce que d'un côté, on vous propose la sélection des histoires pour créer une histoire, de l'autre, on vous propose la continuité de l'évolution des histoires. La sélection des histoires, ça mène à l'abandon du pluralisme, ça mène à une forme d'eugénisme historique, alors que l'évolution et la recherche et la transmission, ça mène à la fin à l'instruction. Merci beaucoup. Donc on a terminé avec ce match. Vous n'êtes plus sous évaluation à partir de maintenant. On va laisser bien sûr les juges prendre des notes, dernières notes. Ce qu'on va vous demander, c'est bien sûr, vous pouvez sortir pour... Non, ça va. Donc, comme vous voyez, les juges vont mettre leur score. Et puis ensuite, on va leur demander aussi de donner quelques commentaires sur votre performance, aux deux équipes. Et ensuite, on va passer directement au deuxième match. Et on annoncera les résultats avec les résultats du deuxième match également. D'accord ? D'accord. Donc si vous voulez faire une pause,